Voilà, nous sommes au complet. Donc bonjour à tous. Bienvenue sur la table ronde Inventons l'industrie de demain. Donc il s'agit ici d'un vaste sujet, riche en questionnements. Nous allons aborder lors de cette table ronde avec nos intervenants des pistes de réflexion, des engagements de certains que nous devons collectivement et individuellement prendre dès aujourd'hui pour aborder notre futur. Donc je tiens à remercier les réseaux qui nous ont aidés à préparer cette table ronde, si ça marche, voilà, très bien. Donc ADN Ouest et plus particulièrement Jean-Marie Sellette qui a piloté la préparation de cette table ronde, la CCI, la FCE France, Femmes Chefs d'entreprise France, EMC2 et Nantes Université. Donc je vais me présenter. Donc, je suis Aurélie Binot, je suis responsable partenariat, innovation, entrepreneuriat à Nantes Université. Et j'ai la chance donc, de pouvoir animer cette belle table ronde avec un panel d'intervenants, donc notamment deux dirigeants d'entreprise avec des niveaux de maturité différents. Et ils vont nous présenter leurs entreprises. Donc Madame Corinne Bénard, qui est donc dirigeante de la société Créatique Emballe Service, et également présidente du MEDEF 44 et membre de chef, je vais y arriver, femme chef d'entreprise. Voilà. Et Robin Maquet, alors hop, ça c'était moi, et voilà. Robin Maquet, donc dirigeant de la société Bisco. Donc nous avons ensuite trois acteurs de l'écosystème qui contribuent au développement économique de notre territoire. Philippe Jean, donc, qui est directeur général adjoint de la CCI Pays de la Loire. Frédéric Jacquemin, vice-président innovation partenariat ICIT de Nantes Université. Et enfin, Virginie Boisgontier, directrice de la communication au pôle de compétitivité EMC2 et à l'IRT Jules Verne. Donc pour le bon déroulement en fait, de la table ronde, nous prévoyons un temps de questions à l'issue des échanges avec nos intervenants. Donc pour commencer cette table ronde, je vais donc vous inviter, Virginie Boisgontier, à prendre donc le micro que vous avez, très bien, pour nous présenter la démarche d'engagement pour une industrie éco-responsable qui a été initiée par le pôle EMC2 et 34 entreprises du territoire. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup Aurélie et bonjour à tous. Donc j'ai préparé quelques petites antisèches puisque je remplace au pied levé Laurent Manac qui n'a pas pu être là puisqu'il a son conseil d'administration aujourd'hui. Donc avant de décliner rapidement chacun des axes du manifeste pour une industrie éco-responsable, qui sera de toute façon le chemin de fer de notre table ronde, juste vous rappeler la genèse de ce manifeste. Donc si on fait un petit retour arrière en mars 2020, confinement pour tous, arrêt de l'activité, et donc l'heure est au constat. Comment on fait pour que notre industrie s'adapte, pour continuer à créer de l'emploi, créer de la valeur sur nos territoires et un bien-être pour tous. Donc l'équipe resserrée du conseil d'administration du pôle EMC2 et du bureau plus particulièrement s'est réunie chaque semaine pour essayer de réfléchir et d'imaginer cette suite à donner, ce souffle à impulser finalement, pour répondre aux enjeux auxquels on fait face de transformation de l'industrie. Et donc, c'est dans le cadre de cette réflexion qu'est né le manifeste pour une industrie éco-responsable le 4 juin 2020 et qui est aujourd'hui signé, alors qui a été effectivement soutenu au tout départ par une trentaine d'entreprises et qui est aujourd'hui signé par plus d'une centaine d'acteurs de l'industrie du territoire, mais aussi d'acteurs académiques et des collectivités. Donc ce manifeste visait finalement à accélérer une prise de conscience des enjeux de cette nouvelle ambition. Alors, si on passe rapidement les axes en revue, donc on a un premier axe sur l'industrie, une industrie sobre et écologique, donc vous voyez à l'écran le visuel, qui vise à répondre aux enjeux environnementaux dans l'industrie. Donc qu'est-ce que ça veut dire enjeux environnementaux? C'est comment on va vers une décarbonation de nos produits et de leur cycle de vie. Ensuite, on a un deuxième axe
qui est une industrie centrée sur l'humain. Donc ça, c'était à l'époque pour répondre aux enjeux sanitaires et aujourd'hui pour répondre aux enjeux de l'humain dans l'industrie, donc en termes d'inclusion, de parité, d'intégration des jeunes, de formation, de dirigeants du futur. Le troisième axe, c'est l'axe cœur d'activité du pôle, puisque c'est l'axe d'innovation. Comment on répond aux enjeux de concurrence et de compétitivité, avec notamment toute la dimension digitalisation de l'industrie. Le quatrième axe, c'est l'axe pour une industrie collaborative et solidaire. Donc là, pour répondre aux enjeux des territoires, favoriser les circuits courts et l'économie circulaire et l'aménagement de nos territoires. Et le dernier enjeu, c'est l'axe de souveraineté qui est encore plus prégnant aujourd'hui, si on pense à la crise ukrainienne notamment, pour répondre donc aux enjeux de dépendance ou de résilience. Voilà. Donc, ce que je peux faire pour décliner le manifeste pour une industrie éco-responsable. Merci Virginie. Je vais demander à Madame Bénard si vous pouvez rebondir justement sur cette initiative, présenter aussi votre entreprise et les enjeux que ça représente pour vous. Alors là, tout d'abord, je vais prendre la parole en tant qu'administratrice du pôle EMC2. Donc le pôle EMC2, c'est le pôle de compétitivité des Pays de la Loire. Donc c'est un espace de recherche, de développement, de contribution, notamment dans le domaine du composite, tout ce qui peut être nouveaux enjeux, nouveaux matériaux. Donc on accompagne bien évidemment tous ces travaux et on sait très bien que c'est l'innovation qui permettra le monde de demain. Et l'industrie de demain, elle sera possible qu'à partir du moment où, en effet, on met en œuvre un certain nombre de points essentiels dans nos stratégies, dont, en effet, cette partie innovation. Et je pense que tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler sur des activités, des déploiements sur des technologies qui n'existent pas. On sait très bien que pour arriver à un espace une industrie décarbonée, la technologie d'aujourd'hui ne le permet pas, et qu'il faudra aller vers un déploiement technologique et des usages qu'on ne connaît pas. Ça, c'est déjà un préalable posé. 2030, 2050, les différentes étapes qu'on peut avoir d'industrie décarbonée ne seront pas possibles sans ce préalable. Alors, par rapport à ce qui est du manifeste, en effet, je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. C'est-à-dire les entreprises n'ont plus le choix. C'est-à-dire que ce que l'on aborde aujourd'hui, et encore plus largement à travers ces 17 ODD, c'est un enjeu mondial, c'est un enjeu d'entrepreneur, c'est un enjeu individuel. Mais nous n'avons pas le choix. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer de cette façon et que le système tel qu'il a été mis en œuvre n'a pas de pérennité dans le temps et arrive à saturation de ses capacités, de ses possibilités. Donc on réinvente, donc on se transforme. C'est une nécessité absolue. Alors l'entreprise que j'ai créée donc il y a 13 ans, pour parler plus spécifiquement de mon expérience, déjà j'ai commencé ma carrière aux États-Unis et après dans des grands groupes français ou internationaux, mais je me suis beaucoup inspirée du modèle que j'ai vu dans la Silicon Valley, de la façon dont on gérait la relation client et la relation produit. Offre de service et non pas offre produit. Et je m'en suis inspirée en me disant que mes clients, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était un service clé en main, global sourcing, qui leur permettait, quelles que soient les usines à travers du monde, de retrouver un niveau de compétence, une image et en fait un emballage, puisque je suis dans le domaine de l'emballage, équivalent. Donc comment on fait pour que sa brand image soit vraiment intacte, quel que soit le lieu de production, quel que soit le lieu de distribution, et qu'on offre un service clé en main sur des produits extrêmement technologiques et qui répondent à un besoin d'usage. Donc voilà, c'est à partir de là que j'ai réfléchi. Et avant même que certains concepts, certains business models soient mis en place, j'ai créé dans cette idée à la fois la relation R&D, conception, recherche, développement, production, stockage, just-in-time en livraison, stockage pour être à proximité sur des délais de livraison qui peuvent aller de 2 à 3 heures, pour qu'on travaille sur de l'approvisionnement, sur de gros volumes, mais dans un concept global qui permettait en fait d'avoir une satisfaction technique et une vraie réponse sur le besoin d'usage. Voilà en ce qui concerne ma société et puis le sens et sa mission qu'elle peut avoir dans son domaine d'activité.
Merci beaucoup. Je vais inviter Robin à parler de sa société et comment il voit effectivement les enjeux de demain. Ouais, du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Robin Maquet. J'ai lancé la société Bisco l'année dernière, donc je suis tout nouveau dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, et en fait, on a identifié un gisement qui n'est pas exploité aujourd'hui, hein. C'est un coproduit de l'industrie mythilicole. Et sur la photo que vous avez en arrière-plan, c'est le petit fil doré qui permet aux moules de s'accrocher sur les rochers ou bien aux pieux de culture. Et donc, à partir de ce coproduit, hein, qui est aujourd'hui envoyé dans les déchetteries, on fabrique des matériaux textiles de différentes épaisseurs, de différents grammages, et qui ont des usages en aménagement intérieur. Donc, c'est un super bon isolant thermique, c'est unifuge, donc ça prend pas feu. Et voilà, tout un tas d'autres propriétés, l'acoustique, etc. Donc pour moi, les enjeux de l'industrie de demain, là on est en train de lancer la première usine. Euh, pour moi, les enjeux, ils sont sur l'autonomie d'un point de vue énergétique de l'usine, hein, dans l'invention de notre technologie et de notre ligne de production. Bah, à chaque fois, on regarde la consommation des éléments, etc. Et donc, on essaye de réduire au maximum les consommations. Et puis on réfléchit aussi déjà à alimenter l'unité de production avec de l'énergie renouvelable, genre ajouter des éoliennes sur le site, des panneaux solaires, voilà, pour faire tourner les équipements. En plus, sur la partie lavage de la matière première, on utilise de l'eau de mer, donc ça veut dire qu'on pompe de l'eau de mer, puis on la remet dans l'eau de mer une fois qu'elle a été utilisée, donc on n'utilise pas d'eau douce, et donc voilà, on limite aussi les consommations d'eau. Et puis sur l'innovation, donc là nous, avec cette entreprise-là, on a deux grands axes d'innovation. On a des innovations industrielles, donc ça veut dire qu'on est en train de développer une technologie qui est adaptée à une matière, donc c'est bien la matière qu'engendrent les procédés. Euh, voilà, donc on a identifié une matière, on développe les procédés pour qui s'adapte à cette matière. Et puis les innovations produits, donc le matériau que vous voyez là sous forme de rouleau et qu'on peut aussi faire sous forme de panneaux. Voilà, Merci Robin. En préparant cette table ronde, on a justement échangé sur l'importance en fait de s'associer, d'avoir des partenariats. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et après ça fera une transition. Bah oui, oui, quand on parle d'innovation, on pense tout de suite aux académiques, hein, donc aux laboratoires de recherche. Euh, donc nous, on a au moins 3 laboratoires partenaires sur la société Bisco. Par exemple, on a le GEPEA qui est juste à côté là, de l'Université de Nantes qui nous accompagne sur la partie monitoring de process. Donc là, le premier projet qu'on est en train de lancer avec eux, c'est pour contrôler la qualité du matériau qui sort de notre ligne de production, hein, qui est encore en conception et en fabrication. Et donc, bah, voilà, en fait, en investissant avec le GEPEA qui nous permettent d'identifier les paramètres qu'on va chercher à mesurer et comment on va les mesurer, et ben, on investit sur la qualité de notre produit finalement. Donc ouais, c'est vrai que là, on a des partenariats forts avec la recherche. Ouais. Alors la question qui se pose, c'est comment en fait on peut avoir justement des échanges, enfin en tout cas les partenariats avec des laboratoires académiques. Et Frédéric Jacquemin va pouvoir nous en dire deux mots. Je vais peut-être faire un pas de côté, Aurélie, pour commencer, parce que comme tu me donnes l'occasion, on innove aussi dans la structuration universitaire, parce qu'on vient de créer quand même un nouvel établissement qui s'appelle Nantes Université, qui est unique en France. Et par rapport au thème qui dit beaucoup de choses, parce que dans Nantes Université, vous avez ce qui correspondait avant à l'Université de Nantes, vous avez une école d'ingénieurs comme l'école centrale, vous avez une école d'architectes, une école des beaux-arts, vous avez également un IRT, avec l'IRT Jules Verne, un CHU, donc, et puis l'INSERM, qui est l'Institut de recherche nationale en santé, qui est membre à part entière de cet établissement. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que finalement, avec cette constitution d'établissement, et pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Robin, on a à la fois une recherche qui peut paraître fondamentale ou appliquée, qui est exercée dans les laboratoires, mais on a plugué ça aussi à la recherche technologique avec l'IRT Jules Verne, et on peut aussi parler de technologie en santé avec le CHU. Donc l'idée, c'est justement de couvrir un spectre finalement
de la recherche fondamentale à une recherche presque intégrée. Et ça, c'est aussi le sens de notre université. Alors avec cette création, on a eu aussi un label qui est le label d'ICIT. Alors ICIT, ça veut dire Initiative, Science, Innovation, Territoire et Économie. Les 3 derniers mots sont très importants parce que innovation, territoire et économie, c'est reconnaître aussi que sur le site nantais et ligérien, de façon générale, au-delà de la constitution de ce nouvel établissement, c'est qu'on travaille collectivement. Chacun apporte sa compétence. Virginie parlait du pôle EMC2, on a parlé de l'IRT, bien sûr avec les entreprises, puisque la finalité, c'est de développer une recherche qui va contribuer à la compétitivité des entreprises, mais également à l'attractivité de nos entreprises. Donc, comme on est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, on adresse aussi les questions forcément d'innovation, de transformation finalement de la recherche en innovation, mais également on re-questionne nos formations. Parce que l'idée, c'est de travailler aussi avec les entreprises sur de nouveaux modes de formation et sur une formation qui répond aux métiers de demain et qui permet aussi aux entreprises finalement d'avoir tout le suivi en formation continue et de garder ces salariés au sein de leurs entreprises. Donc on est forcément connecté au quotidien avec les entreprises, avec les plus jeunes entreprises comme celle de Robin. On a aussi une dynamique autour de l'entrepreneuriat étudiant, mais aussi de l'intrapreneuriat au sein de l'université. Et puis avec des entreprises avec lesquelles on a une histoire un peu plus longue. Et donc ça, c'est notre quotidien. Par exemple, on a au sein de Nantes Université un site qui s'appelle l'Espace Entreprise, qui est dédié justement à recueillir des demandes. Et puis bien entendu, pour les entreprises, pour celles que l'on connaît au quotidien, bon, c'est assez rapide. Mais pour celles qui n'ont pas encore franchi le cap, ça leur permet de venir à l'université, qui est aujourd'hui une université quand même fortement décloisonnée et qui n'est pas recroquevillée sur elle-même, ce qui était peut-être un peu le cas il y a quelques années, quelques dizaines d'années, disons. Merci Frédéric. On va peut-être passer justement à une réalisation concrète de collaboration entre entreprises et collaboration et nos laboratoires de recherche. Philippe Jean, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette initiative autour de l'énergie, du GISPERN ? Volontiers. Volontiers. Alors donc on a eu déjà là quelques exemples très concrets avec le témoignage de Robin sur ce qu'il mène lui avec le laboratoire GEPEA. D'une manière un peu plus large, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, depuis petite dizaine d'années maintenant, on est focalisé sur ces questions de transition pour adapter l'économie et en particulier l'industrie aux enjeux qui se présentent devant nous. Donc on a vu 2 exemples là, l'exemple d'une entreprise sur un domaine existant qui s'adapte au nouveau contexte, et puis un exemple d'entreprise qui apporte une solution nouvelle sur de thématiques qu'on n'imaginait même pas il y a 15 ans, c'est-à-dire que il y a 15 ans, on ne serait pas posé la question d'aller gratter les moules pour en faire des textiles. Ce n'était pas un sujet. Et or, aujourd'hui, on voit bien que ça devient important d'aller chercher dans des endroits un peu inexplorés. Et donc, tout ça, par exemple, sur le champ de l'énergie, ici, on s'est dit, il y a beaucoup de chantiers qu'il va falloir ouvrir. Il va falloir économiser l'énergie. C'est l'actualité du moment. Il va falloir produire de l'énergie qui n'émette pas de carbone. Il va falloir limiter ou changer les motorisations des véhicules. Il va falloir connecter des systèmes complexes entre eux, alors qu'aujourd'hui, on a une électricité qui est distribuée de façon relativement simple. Et donc, on est allé du côté des entreprises, rencontrer les laboratoires, et on a discuté avec cette communauté des laboratoires qui avait déjà commencé à travailler de façon concertée, et on a essayé d'élargir ça. Et donc aujourd'hui, eh bien, il y a un groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle PERL. Alors PERL, Frédéric le saura mieux que moi, mais c'est pôle d'excellence en recherche ligérienne sur l'énergie, c'est ça. Donc ce pôle, il regroupe aujourd'hui un peu plus de 220 chercheurs de 16 laboratoires sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, un gros pôle sur le centre Nantes-Saint-Nazaire, mais il y a aussi des Angevins, des Manceaux qui sont dans
ce pôle. Et donc on travaille à adresser des sujets de façon collective entre des spécialistes, par exemple, des matériaux, des spécialistes du traitement du signal, des spécialistes de l'analyse de systèmes, des spécialistes de la thermique, en les mettant ensemble et en se disant, mais puisqu'il y a des problématiques à adresser, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement? Et là, je vais prendre juste un exemple pour illustrer. On travaille depuis quelques semaines maintenant, quelques mois, sur la question de la mobilité décarbonée. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il va falloir lever comme verrou technologique, scientifique, pour qu'on arrive à produire des solutions sur la mobilité décarbonée? Et là, on avance, on chemine. On a 3 sujets qu'on est capable d'adresser en région. On compare ça avec ce qu'on sait faire en termes d'expertise laboratoire, en termes de savoir-faire industriel. Et donc, il y a 3 sujets qu'on va creuser plus spécifiquement là, dans les semaines qui viennent. C'est celui du stockage embarqué de l'énergie qui est nécessaire pour déplacer un objet ou un véhicule. Il y a celui de l'hybridation des systèmes, parce que demain, les systèmes de motorisation seront probablement des systèmes un peu plus complexes que ceux qu'on a aujourd'hui. Alors, ça a déjà commencé, l'hybride, mais il va y avoir d'autres hybrides, des multi-hybrides, et tout ça, il faut le piloter, c'est pas simple. Et puis la question de récupération, par exemple, des batteries en fin de vie, en fin de première vie, pour ne pas les mettre directement en enfouissement, mais se dire, il reste encore beaucoup d'énergie dedans, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut les désosser pour les remettre à un autre usage et tout ça? Donc voilà 3 sujets concrets sur lesquels il y a plein de verrous technologiques, plein de verrous scientifiques à lever, et donc c'est ce qu'on va adresser en construisant des consortiums entre des entreprises locales, des labos locaux, tout ça, dans un esprit de développement d'activités nouvelles sur le territoire. Merci. Juste peut-être Aurélie, ce que présente Philippe est très important parce que ça montre finalement qu'on est capable de travailler ensemble dès l'amont, d'identifier les grands verrous et de tenir compte de la phase aussi d'industrialisation. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement pertinent et l'aide de la CCI à ce sujet l'est également. Tout à fait. Si on revient aux axes du manifeste, je me pose une question. Si effectivement une entreprise souhaite s'inscrire dans ces démarches, la question est par où on commence? Est-ce qu'il y a des axes à privilégier? Est-ce qu'on peut phaser les choses? Comment vous voyez les choses? Virginie, Robin Non, moi j'aurais peut-être laissé plutôt la parole à Robin, peut-être pour illustrer. Mais moi je pense que peut-être l'activité cœur, c'est l'axe 3, donc une industrie efficiente et innovante. Donc ce que disait Corinne tout à l'heure, on commence d'abord par l'innovation. Mais on en a pas mal discuté aussi avec Robin lors de notre préparation de table ronde. Les axes ne peuvent pas vivre seuls. Je pense que, Robin, toi, précisément, tu ne te positionnes pas nécessairement sur l'axe innovation ou l'axe durable. Ça vit l'un avec l'autre. Ouais, c'est ça. Par exemple, au Salon Ride organisé par EMC2, il fallait se ranger dans un axe pour aller dans... Et c'était hyper difficile de choisir parce que je les aimais tous un petit peu. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est que les 5 axes, ils sont interconnectés et que si on a un pas de retard sur un des axes, il faut faire le pas sur cet axe-là avant d'avancer sur un autre, en fait. Corinne Bénard, vous souhaitez intervenir? C'est toute la complexité aujourd'hui de notre économie, c'est qu'on est interconnectés, on le voit, on l'a vu pendant la crise sanitaire, on est tous reliés. Mais on est reliés pas simplement en tant qu'humains, psychologiquement, etc., mais on est aussi reliés économiquement. Et quand on a besoin de travailler avec des segmentations qui limitent, on s'aperçoit bien qu'au bout d'un moment, on travaille sur des silos qui n'ont plus de sens. On est sur des systèmes d'organisation qui doivent être absolument transversaux et qui sont plus du tout verticaux. Donc là, on change de paradigme et c'est vrai qu'on est obligé aujourd'hui de se remettre en cause complètement sur nos modes de fonctionnement, nos modes de pensée, nos modes d'organisation. Donc là, on est au pied du mur, parce qu'on l'a un peu poussé loin, le mur, mais là, on est vraiment devant. On ne peut pas faire autrement que d'aller vers imaginer un futur qui n'existe pas, mais qu'on a à construire sur des concepts, sur des principes, sur un système de valeurs que l'on essaye aujourd'hui de vous adresser à travers ces 17 ODD et la vision donc derrière un des thèmes de l'industrie de demain. Alors si on s'intéresse sur
on va dire, l'axe du capital humain. On voit, on a fait le constat, hein, il y a eu une autre table ronde sur le sujet, mais la difficulté, enfin il y a un constat partagé par beaucoup d'industriels, qui est la difficulté d'être attractif, de retenir nos jeunes talents. Donc moi la question que j'ai, peut-être adressée à Corinne Bénard, Robin et Frédéric Jacquemin, selon vous, quelles seraient les clés, ou en tout cas nous donner un conseil ou des actions qui pourraient aller justement dans ce sens d'être plus attractifs pour notre jeunesse et puis pour retenir nos talents? Je veux bien dire un mot. Peut-être, nous, on a une responsabilité, c'est aussi de faire évoluer nos modes de formation. Alors, on innove aussi là-dessus parce qu'on fait cohabiter dans certaines formations à la fois des projets d'entreprise, des étudiants qui sont en formation initiale, des personnels d'entreprise qui sont dans des démarches d'intrapreneuriat. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que finalement, le salarié devient un innovateur, est un innovateur. Donc je pense que c'est un élément fort. Et puis bien entendu, sur le message que l'on véhicule et sur les enjeux de développement durable, on se doit d'être présent. Et aujourd'hui, une entreprise, à mon sens, alors je suis certainement mal placé pour le dire, hein, mais une entreprise qui n'adresse pas ces questions-là, elle prend des risques importants, notamment en termes d'attractivité à court et à moyen terme. Après, ce que je veux aussi dire, c'est que dans l'innovation, on innove aussi sur les usages, mais avec les usagers. Et ça, c'est aussi un changement de paradigme qui date de quelques mois, quelques années, mais pas d'une dizaine d'années. Et ça me paraît aussi une bonne façon de diffuser une culture d'innovation au sein d'une génération, mais également dans le sens du croisement des populations qui sont actrices de l'innovation. C'est-à-dire que la société civile peut être aussi dans le processus d'innovation aux côtés des entreprises et des académiques. Pour répondre à votre question, en effet, en complément, le capital humain est essentiel. Aujourd'hui, l'attractivité des entreprises, le problème numéro 1 des entreprises aujourd'hui, je ne vous apprends rien, c'est l'emploi. C'est bien aujourd'hui, c'est trouver des personnels qui permettront de produire, de gérer. Donc ça, c'est quand même une préoccupation essentielle, ce qui veut dire qu'on remet l'homme au cœur du système. Le digital, tout ce qui, les aspects de transition numérique, c'est quand même l'homme au cœur du système. C'est nous, en tant qu'êtres humains, personnes physiques, mentales, morales, psychologiques, qui avons besoin d'un certain nombre d'éléments pour être dans un bien-être et au meilleur niveau de nous-mêmes. Donc ça, c'est un préalable. Ensuite, le mot-clé dans le capital humain, c'est la diversité, c'est l'inclusion. C'est acceptons, nous, dans nos différences et faisons ensemble d'œuvrer. Et là, c'est international, cet appel que je lançais. C'est qu'aujourd'hui, le monde s'en sortira ensemble. On est bien dans cette interconnexion, intercontinent, interentreprise, interhomme, etc. Et on trouve toujours cette notion de système. Nous sommes aujourd'hui dans un système qui apparaît de plus en plus visible à nos yeux. Internet, c'est bien ça quand même. C'est une toile d'araignée, c'est un système. Et on est dans une notion systémique aujourd'hui, un regard systémique. Ensuite, redonnons envie à nos jeunes d'être dans l'industrie. C'est une véritable passion de l'industrie. Je suis tombée dedans il y a 30 ans, je n'en sors pas et j'adore le milieu industriel. Mais qu'on le fasse savoir. C'est plus Émile Zola, c'est fini. On a d'autres visions de l'industrie. J'ai adoré ces 3 jours à Paris sur la vision de l'usine extraordinaire. On faisait venir les jeunes des écoles pour montrer ce qu'était véritablement l'industrie d'aujourd'hui. C'est moderne, c'est high-tech, c'est fun, on peut y trouver du plaisir, un vrai enjeu intérieur à relever, etc. Donc moi je rêve d'un événement régional qui soit une usine extraordinaire qu'on présente et qu'on montre l'image réelle de l'industrie du monde de demain. C'est vraiment là tout un travail à faire ensemble et à œuvrer. J'ai lancé en tout cas une perche. Merci. Le message est lancé. Robin ? Ouais. Du coup, moi je pense que les jeunes qui veulent travailler dans les entreprises, ils veulent travailler dans des entreprises qui ont du sens et ils sont prêts à payer le prix fort pour aller dans des entreprises qui ont du sens. On entend tout le temps les gens qui disent « Ah, il y a plein de turnover, tous les 2-3 ans, il faut renouveler, les talents et les équipes. » Par exemple, nous, on a créé, 1 mois plus tard, on recrutait notre première alternante.
là, les dernières fois que j'ai parlé avec elle, elle me dit, moi j'ai envie d'être dans 10 ans encore chez Bisco. Bon, bah, moi je lui dis ok en vrai, parce que c'est plutôt cool. On la forme, elle connaît par cœur l'entreprise, et elle va atteindre des postes. En fait, comme on est tout petit et qu'on est en train de grandir, les pièces maîtresses de l'entreprise ne sont pas encore placées. Donc quand l'entreprise va grandir, bah, ce sera le groupe initial qui prendra les postes là. Donc voilà, déjà, je pense qu'aller recruter très tôt, au moment de la formation, c'est une bonne idée, de mon point de vue. Et puis aussi, bah, il y a quand même besoin de compétences, on ne peut pas former tout le monde. Donc là, nous, on a recruté une personne en CDI, un chef de projet industriel. Il a traversé la France pour venir bosser chez Bisco. Il a réduit son salaire de 1000 euros, de 1000 euros net par mois, donc genre c'est énorme, je suis transparent avec vous là. Et en fait, et c'est pas le seul, il y a plein de gens qui veulent venir travailler, et bah, en fait j'ai pas de poste pour eux. Et quand je leur annonce le salaire de la start-up, bah, ils disent ok, en fait ça me dérange pas, moi je viens pas travailler pour le salaire, je viens travailler parce que cette entreprise a du sens. Et donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que les entreprises qu'on n'a pas, bah, elles vont plus trouver de personnes pour travailler chez eux. Voilà ce que je peux dire un peu. Vous voulez réagir? Je pense que c'est le sens des entreprises à mission. Il y a tout un sujet et une thématique aujourd'hui. En effet, il nous faut du sens. Et le Covid l'a révélé encore plus. On a vu toutes ces mutations professionnelles. C'était quel est le sens de ma vie? Certains ont eu le temps d'y réfléchir pendant de longs mois et de façon isolée. L'entreprise aujourd'hui a besoin en effet d'un sens qui soit partagé. C'est un sens qui doit se dégager à la fois du dirigeant, il doit savoir où il va et de la façon dont il y va en intégrant toute son équipe, mais chacun individuellement aussi doit trouver son sens plus élargi qu'un sens unique de l'entreprise. Donc on est appelé quand même à un centrage intérieur, on est vraiment appelé à ce qu'on l'on souhaite faire de notre vie se répercute à travers l'entreprise dans laquelle nous sommes, et qui est un accord, une résonance en fait. Et là, on a tout dans le recrutement et dans justement l'équipe dont on s'entoure, on doit retrouver des valeurs communes, on doit retrouver un sens commun, partagé, et c'est là qu'on fait une équipe gagnante. Alors vous parliez justement des crises que nous avons à traverser. Peut-être une question sur d'après vous, quelles seraient les clés en fait, d'un développement? On parlait de l'axe justement sur la souveraineté, sur l'international, sur la compétitivité des entreprises. Philippe, Jean, éventuellement, si vous voulez réagir là-dessus. Le sujet du positionnement de l'industrie de demain pour un territoire comme le nôtre, ça renvoie à ces questions effectivement de souveraineté, de choix des bons axes, pour pouvoir créer les emplois de demain attractifs. On a aujourd'hui une région qui a un savoir-faire, des savoir-faire, notamment dans l'industrie, dans les services. C'est sur la capitalisation sur ces expertises qu'on peut construire l'industrie de demain en particulier. Alors, je vais reprendre un débat qu'on a déjà eu avec Corinne. En fait, on parle beaucoup ces derniers temps de relocalisation industrielle. Derrière le mot relocalisation industrielle, ce qui vient spontanément à l'esprit, c'est de se dire on va ramener sur notre territoire des choses qu'on a fait partir il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, en espérant pouvoir les refaire ici, dans des conditions sans doute plus optimisées, plus robotisées, pour les faire moins chères et être compétitifs avec les pays où on les a laissés partir. Quand on discute avec les industriels locaux, ils nous disent c'est pas comme ça qu'on voit la réindustrialisation. La relocalisation d'emplois industriels, ce n'est pas ceux qu'on a laissés partir, parce que d'abord, souvent on les a fait partir parce que ça nous va bien, ils sont proches de marchés qu'on sert, on est présent à l'international. La question qu'ils adressent, c'est comment est-ce qu'on est capable, autour de nos expertises, d'aller plus vite, plus loin, de couvrir plus de marchés, de capitaliser sur ce qui fait notre différence. Certains, je me souviens, nous ont dit « mais moi je sers déjà des marchés mondiaux dans mon domaine ». Or, je connais bien le domaine de la santé, je connais bien le domaine de l'aéronautique, mais je ne connais pas d'autres domaines. Ça se trouve, avec une toute petite bascule, je peux aller adresser d'autres domaines et créer ici des emplois industriels en m'appuyant sur ce que je sais déjà faire. Donc ça, c'est important d'avoir un regard très ouvert sur les marchés,
qu'ils soient en France ou qu'ils soient à l'étranger, pour pouvoir capitaliser sur les investissements qu'on peut faire en termes de nouveaux business. Autre sujet, c'est, donc si on regarde la partie aussi développement industriel lié à l'international, on revient à nos expertises académiques, à nos expertises intellectuelles sur le territoire. Il y a des sujets sur lesquels on a vraiment des grosses spécialités localement. Je vais en prendre juste un autour de tout ce qui concerne les énergies marines, l'éolien offshore flottant. On a aujourd'hui des arguments pour faire venir ici, sur le territoire, des entreprises qui sont sur d'autres territoires français, européens, internationaux, et leur donner envie de faire leur développement ici. Parce que nos équipes de recherche sont de qualité, parce que les infrastructures pour faire du développement sont de qualité, parce que le réseau des entreprises avec lesquelles elles pourront travailler est intéressant. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à promouvoir, développer, parler, enfin positivement, faire du marketing territorial, comme on dit, pour créer du développement ici. Corinne Ménard ? Oui, tout à fait. Et l'autre enjeu, ça va être la compétitivité des entreprises. On le sait, le marché il est international. Aujourd'hui, ce qu'on voit à peu près, ce qui se dit, c'est que tout ce qui s'est délocalisé et qui aujourd'hui est produit à l'extérieur de la France à 50 € en prix de revient, ne reviendra pas. On sait très bien qu'aujourd'hui, on n'est pas au même niveau de coût de la main-d'œuvre et qu'il reste des gaps à franchir et qu'on n'est pas tous sur le même alignement sur un certain nombre de législations sanitaires, sociales, sécurité, etc. Donc, il y a cet enjeu-là. Toute la technologie aussi qui est partie il y a maintenant 40 ans à peu près, où a commencé les grosses délocalisations, on l'a perdue. C'est-à-dire qu'on n'a pas évolué depuis 40 ans sur des technos qui sont partis à l'étranger. Donc aujourd'hui, si elles reviennent, de toute façon, ce ne sera pas avec ce même niveau de technologie, ce n'est pas possible. Donc si on réindustrialise, et ce qui est un gros sujet, puisque ça devient quand même un enjeu majeur pour la France, et avec des budgets importants qui sont dédiés, et où justement la région Pays de la Loire et toutes les entreprises ont à œuvrer et à recourir à ces importants budgets, eh bien on doit à partir de là travailler à ce point d'innovation, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'on va apporter le plus qui va nous différencier. On n'est que sur un avantage concurrentiel et différentiel sur lequel on doit travailler ensemble, parce que c'est avec le concours, et là on le voit, chacun apporte sa compétence et son niveau d'expertise pour aboutir à mettre en œuvre, et moi je dirais non, aujourd'hui non plus un produit, mais une offre qui corresponde aux attentes clients. Merci. Robin, tu voulais peut-être rebondir justement sur cette question-là ? Ouais, moi sur ce sujet, j'ai peut-être deux choses à dire. Sur un sujet à l'international, en gros, nous, le gisement qu'on a identifié, l'Albicius de Moule, il y a un gisement en France, mais il y en a aussi à l'étranger. Donc ce serait facile de faire une grosse usine en France et puis de faire venir toute la matière des autres gisements européens, de traiter sur la grosse unité de production française et puis de redistribuer dans les pays dans laquelle la matière première est venue. C'est pas la stratégie. La stratégie, elle est complètement différente. En fait, elle est de fabriquer une usine modèle qui va être reproductible et puis une fois qu'elle est fonctionnelle en France, aller l'implanter sur les gisements européens au plus près de la matière et distribuer sur les marchés. Bon, pour limiter les frais logistiques déjà. Et puis ensuite, pour travailler en circuit court. Voilà. Premier truc. Et puis deuxième truc, là on est en train de lancer une première unité de production sur la transformation du coproduit qu'on récupère chez les mytiliculteurs en matière première utilisable dans l'industrie textile. Et là on est en train de réfléchir à commencer à faire revenir en Pays de la Loire les premières machines de transformation de la matière en matériaux textiles. Et donc ces machines-là, aujourd'hui la filière textile elle est très présente en Pays de la Loire, mais seulement sur la partie confection. Donc ça veut dire on achète des textiles, on les découpe, on les assemble, mais par contre sur la transformation de la matière première en matériaux textiles, et ça on n'a plus les machines, etc. Donc là je réfléchis là pour d'ici 18 mois à commencer à faire revenir les premières machines qui permettent de transformer la matière première en structure textile. Et je pense que ça a du sens parce qu'en fait la ressource de matière première elle est sur la côte parce qu'elle vient des moules, et aujourd'hui les deux grands pôles de fabrication textile ils sont dans le nord du côté de Roubaix et à Lyon. Donc je pense que ça a du sens de faire un pôle de transformation
textile proche des côtes finalement. Voilà. Philippe Je Jean, oui. vais rebondir sur cette idée du textile, alors pas pour prendre le sujet du textile développé par Robin, mais citer une autre initiative qui démarre en ce moment en région Pays de la Loire, donc du côté de Laval. Là, ce sont des industriels du vêtement et des industriels du textile qui se mettent ensemble pour travailler sur de la déconstruction de vêtements, pour reprendre la fibre de ces vêtements et refabriquer de la fibre textile qui va fabriquer du vêtement. Donc ça s'appelle Renaissance Textile. L'usine est en phase de démarrage. Il commence par des choses simples, parce que techniquement c'est compliqué de vérifier la qualité de la fibre, combien de fois elle a été lavée, comment elle a été souillée ou pas, comment on démonte les pièces techniques qui sont rapportées sur le vêtement. Mais on voit que, en fait, en l'espace de quelques mois, quelques années, peut-être on va refabriquer ici un savoir-faire textile sur des textiles qui n'ont plus rien à voir avec ceux qu'on a fait il y a 20, 30 ou 50 ans, mais qui sont ceux dont on a besoin dans les 30 ans qui viennent. Et je trouve ça, c'est plutôt magique, quoi. C'est encourageant, en fait. Je vais vous laisser la parole, Philippe Jean. On parlait donc d'un exemple d'une entreprise qui voudrait s'engager à travers ces différents axes. Pour cela, est-ce qu'il y a des outils mobilisables au niveau de la région pour justement les accompagner sur leur volonté d'innovation? Alors, je ne vais pas dresser la panoplie de tous les dispositifs qui existent sur les 5 axes, mais sachez qu'ils sont nombreux et qu'on est capable de répondre à peu près à toutes les problématiques depuis le moment où l'entreprise se pose la question, c'est-à-dire ou même pas, même avant qu'elle ne se pose la question, c'est-à-dire la sensibilisation à une thématique nouvelle, le moment où elle se pose la question avec des outils de type diagnostic, évaluation, jusqu'à l'accompagnement au montage de projets, là c'est plutôt le rôle des pôles, et puis l'accompagnement à l'industrialisation avec des dispositifs qui existent. Donc en fait, les solutions sur le plan de l'accompagnement existent avec des dispositifs régionaux, des mixtes entre dispositifs régionaux, nationaux, parfois du recours à des dispositifs européens. Toute cette panoplie existe. Je vous invite notamment à aller sur une porte d'entrée que nous travaillons avec le conseil régional et qui s'appelle Entreprises Pays de la Loire. Et sur entreprisepaysdelaloire.fr, vous avez une sorte de revue de l'ensemble des dispositifs qui existent et on peut commencer à les adresser. Il y a tout un ensemble de guichets d'entrée. Ce qui est important à savoir, c'est que les opérateurs de ces dispositifs, vous en avez 2 là déjà ici, il y en a plein d'autres, en fait travaillent entre eux. Et donc, ce n'est pas important finalement de savoir à qui vous vous adressez. Sachez que derrière, il y a une boîte noire qui fonctionne plutôt bien sur ce territoire et que si la question que vous posez n'est pas adressée à la bonne personne, elle saura de toute façon faire circuler cette demande pour pouvoir vous adresser la personne ou l'institution ou le dispositif qui sera capable d'accompagner le projet. Donc ça, oui, c'est bien organisé en Pays de la Loire. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce sujet ou... Je pense qu'aujourd'hui, en effet, on a la chance d'avoir des budgets importants, budget réindustrialisation, relocalisation, France Relance, France Industrie. Donc, il faut savoir que la région Pays de la Loire a été la 3e région en France en termes de budget au niveau de France Relance, grâce justement à la synergie qui a existé pour présenter les dossiers entre la CCI, le pôle EMC2 et Neopolia, qui est un réseau de chefs d'entreprise sur du business collaboratif, sur les principaux pôles industriels de la région. Donc on voit bien à quel point c'est le collectif qui permet derrière de porter des projets d'ampleur et derrière de co-construire des dossiers qui vont permettre d'obtenir des subventions. Donc juste Pays de la Loire, c'est la 13e région de France et ça a été la 3e en termes de budget et de subventions. Donc c'est une vraie réussite collective là, de mise en avant de compétences qui permettent de contribuer au développement du territoire. Voilà, donc j'aurais vraiment toujours ce leitmotiv, c'est ensemble. Et on voit bien à quel point, et ça a le sens aussi de cette assemblée qui nous réunit aujourd'hui, la synergie de toutes nos compétences, c'est elle qui nous permettra d'aller vers ce futur
assez incertain quand même, parce qu'on découvre tous les matins un peu des nouvelles pas forcément agréables, mais auxquelles on doit s'adapter. Et la force de résilience du territoire, l'a exprimé clairement Philippe, c'est sa diversité. On a une chance inouïe d'avoir des grosses locomotives, d'avoir un panel de sous-traitants avec des compétences multiples, des PME, du service, dans des domaines d'activité extrêmement complémentaires et différents. Donc ça nous a permis de traverser des crises. On en a de nouvelles qui s'annoncent visiblement, donc c'est de cette façon que nous allons y aller et fédérer pour réussir à l'adversité qu'on retrouve chaque jour dans nos quotidiens de chefs d'entreprise. Merci Frédéric. Oui, juste un mot pour ne pas être redondant. C'est vrai que je pense aussi la place d'un site universitaire fort est un levier pour la compétitivité des entreprises et pour l'attractivité du territoire, je l'ai déjà dit, mais ça me semble important, et notamment de faire la démonstration que voilà, il n'y a pas de rupture dans à la fois d'un côté le ressourcement scientifique et la transformation industrielle. C'est-à-dire que c'est vraiment un continuum, et le fait de pouvoir travailler au quotidien, c'est aussi une façon d'aller chercher aussi d'autres subsides sur des projets qui sont avec des financements nationaux ou internationaux européens. On est avec des entreprises sur des projets de ce type qui leur permettent également de développer leur outil de production. Donc ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, un levier ou une possibilité supplémentaire. Donc n'hésitez pas aussi à venir vers nous, parce qu'on essaye d'y répondre le mieux possible. Et puis, il y a aussi un élément dont peut-être on n'a pas parlé, mais on a beaucoup parlé d'innovation technologique, mais on pressent aussi que, et on le sait, vous le savez mieux que moi, que l'innovation, elle est aussi liée aux sciences humaines et sociales, à l'innovation managériale, à des aspects de réglementation, d'économie. C'est vrai qu'un établissement comme le nôtre permet finalement de couvrir ce spectre de compétences. Quelquefois, la solution technologique est développée, et le sujet devant nous, c'est plutôt un sujet réglementaire, un sujet de modèle économique, ou un sujet d'acceptabilité tout simplement. Et le fait d'avoir accès à l'ensemble des compétences d'un seul coup, c'est peut-être une force, j'en suis convaincu, c'est certainement une force pour nos partenaires entreprises. Merci à tous pour ces échanges. Je vais laisser la place aux questions. Si certains d'entre vous ont des questions à poser à nos intervenants. Tout était clair. C'est la première question qui est en général la plus compliquée. Oui ? La première question n'est pas facile, mais la première réponse, c'est pire. Merci Jean-Baptiste. En termes simples. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre? En tout cas, on peut noter la question, oui, et puis y répondre, mais il faut, à mon avis, concaténer un certain nombre de données, et un chiffre comme ça à sortir, on ne l'a pas en spontané, mais on ne manquera pas de t'y répondre. Merci d'avoir posé cette question. Une deuxième question. Plus simple. Alors là c'est plus facile quand même d'y répondre. Donc là, c'est une bonne question. On est vraiment, alors pour combien de temps, j'en sais rien, mais on est dans une période où plusieurs choses basculent en même temps, et pour l'essentiel parce qu'il y a une prise de conscience à la fois, enfin elle est factuelle, c'est-à-dire qu'on a trop tapé sur la planète et donc on lui a fait mal et elle réagit, et notamment sur le plan climatique. Donc on en a, je pense, pour une trentaine d'années à mettre en place l'ensemble des solutions qui vont nous permettre d'être moins impactants pour régler, enfin j'espère en tout cas, s'adapter et atténuer les enjeux du changement climatique. Donc ça embarque derrière une large panoplie de solutions à mettre en place, de comportements d'entreprise à modifier. On parlait ce matin d'un sujet qui arrive sur la table en ce moment pour les entreprises. Il n'est pas nouveau, mais la prise de conscience arrive pour les entreprises, celui de ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette. Donc, je pense que ça dit quelque chose. Bon, en tout cas, l'idée, c'est qu'il ne faut plus aller maintenant
continuer à prélever des sols pour en faire quelque chose d'autre que de la nature. En tout cas, l'objectif à 2050, c'est celui-là. C'est de dire, à chaque fois qu'on en prendra, il faudra qu'on en rende. Et quand je dis rendre à la nature, c'est pas faire du gazon à la place d'un parking, c'est vraiment rendre à la nature. Donc ça embarque des questions extrêmement fondamentales, par exemple, pour l'agencement des entreprises industrielles. Aujourd'hui, quand vous vous baladez dans une zone industrielle, c'est en général relativement peu haut, parce que les bâtiments, les activités sont plutôt sur un niveau. Probablement que demain, il va falloir faire des usines beaucoup plus verticales. Donc ça change tout. Donc on est vraiment au moment où on change. Alors je cite cet exemple, mais je pourrais parler de la mobilité décarbonée, je pourrais parler des alimentations d'énergie. Donc ça, c'est vraiment un changement fondamental. Le deuxième gros changement, c'est sur la prise de conscience qu'on a beaucoup prélevé de matière sur la planète. Et en tout cas pour nous, Européens et Français en particulier, c'est qu'on est allé prélever chez les autres. Et que plus ça va aller, plus ça va être compliqué de prélever chez les autres et que ça va nous poser des soucis. D'où l'idée de, puisqu'on les a ramenées ici, ces matières qu'on a sorties du sol, qu'elles sont aujourd'hui dans des objets, dans des produits, il faut inventer une nouvelle industrie des mines. Il y en a qui appellent ça les mines urbaines, pour non plus aller taper dans le sol pour sortir les minerais ou les matériaux, mais aller taper dans les blocs de produits transformés, plus ou moins dégradés, pour récupérer cette matière, la faire tourner 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc tout ce qui est économie circulaire, c'est un autre grand jeu. Donc là, on est au début de... Enfin, pour moi, on est au début. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'intervenir à l'école centrale. Bon, moi, je suis aussi ingénieur, mais j'ai fait mes études à la fin des années 70-80. En fait, le discours qu'on avait en tant qu'étudiant à l'époque, c'était « il faut que vous fassiez mieux, moins cher ». Donc, votre job, c'est d'optimiser, d'ajuster, d'apporter de la précision. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas ça, c'est faut tout refaire, quoi. Donc c'est super en fait, on parlait tout à l'heure des projets humains, quand on est jeune ingénieur aujourd'hui, c'est extraordinaire, les 20 à 30 ans qui sont devant nous, il faut tout réinventer, il faut trouver des solutions nouvelles. Voilà. Et quand tu dis mieux et moins cher, c'est vrai c'est produire autrement. Donc, et c'est comme ça que les étudiants nous renvoient finalement un message et nous questionnent aussi sur ce que l'on enseigne et finalement sur une vision de leur avenir aussi. Donc tu vois, cette dimension-là, autour de produire autrement, nous on essaye aussi de montrer comment un établissement académique peut déjà contribuer à ça, en associant différentes compétences. Et puis Philippe, tu en parlais, mais voilà, on veut adresser aussi la filière du réemploi. C'est une évidence pour nous. Là, juste pour rebondir ce que vous venez de dire, c'était il faut tout réinventer. Et ça, je pense que c'est un des trucs qui attire les talents. Genre, les gens, ça rend l'industrie sexy, en fait. Il faut tout réinventer. Et voilà, c'est tout. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense qu'une des particularités par rapport à cette transition, c'est que ce soit multicritère. C'est-à-dire, par rapport à ce que tu citais tout à l'heure, c'était un événement, l'imprimerie, un phénomène qui faisait une transformation par capillarité. Or là, c'est multicritère. C'est-à-dire que ça part de partout et dans tous les sens, incontrôlable. C'est-à-dire qu'il y a un degré d'incertitude maximum, donc d'où le stress, d'où tout ce qu'on peut voir après au niveau psychologique et humain. Mais c'est quand même la première fois dans l'humanité qu'on voit que ça part de partout. On se réveille le matin, on se dit qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et là, la capacité de résilience, quand je disais là, d'alignement et d'aller vers son but, sa mission, le sens qu'on a à sa vie, à son intégrité dans son entreprise, le sens de l'entreprise, les valeurs qu'on a intérieures, elles sont plus que primordiales parce que là, on est perdu. Et je comprends ta question, c'est qu'en effet, à un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, quoi ? Est-ce que c'est une phase de transition ? Est-ce que c'est une phase de fin ? Les questions se posent. Où est-ce qu'on va ? Personne ne peut y répondre. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'on a à bouger, à s'adapter, et en gardant en fait un axe qui doit nous conduire intérieurement. Sinon, en effet, on va vers un monde assez guerrier, sinon, et de violence. Et derrière, je me sers par rapport à. Et pour revenir par rapport aux matériaux, l'épuisement des ressources, il faut savoir, SpaceX, que j'avais visité il y a quelque temps à Seattle, eux, ils vont chercher interplanétaire, c'est-à-dire
il y a quand même aujourd'hui des recherches qui sont faites en disant bon ben ok, on va avoir épuisé les pays, la Terre, la planète, eh ben on va aller dans la galaxie. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez la législation, mais en fait, si vous trouvez une météorite ou quelque part, vous plantez votre drapeau, c'est à vous. Ça, c'est la législation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a quand même des SpaceX qui s'est créé, on sait avec quel type de capitaux ils sont créés, et qui vont chercher à ramener des minéraux trouvés dans l'espace pour pouvoir regarder comment ils pourraient exploiter. Et puis après, je ne sais pas où on ira les chercher. Mais voilà, on a quand même aussi des visions qui peuvent être différentes de celles qu'on partage. Et sur un système vertueux, on dit on va en fait chercher à être renouvelable dans l'énergie, dans la matière première. Et après, derrière, on va encore puiser, et cette fois encore plus loin ailleurs. Il faut aussi l'avoir à l'esprit. Et c'est aujourd'hui. Oui. Alors, je n'ai pas des statistiques précises qui puissent vous répondre. Ce que je peux constater, et en tout cas, c'est vraiment le mouvement qui est lancé au niveau des syndicats patronaux, c'est la conscience et la prise de conscience de cette situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on est dans un système qui a besoin de bouger et de muter. Et ça, c'est une prise de conscience générale, pas simplement sur notre territoire national et même international. On peut le voir à d'autres niveaux de pays. Donc, je ne suis pas la seule. Non, il n'y a pas d'enquête spécifique sur ce sujet. En tout cas, il y a des groupes de travail et des commissions qui travaillent sur ce sujet. Donc ça veut dire que ça interpelle les chefs d'entreprise. Il y a une commission RSE, il y a une commission sur l'énergie renouvelable. On travaille sur l'énergie décarbonée, la croissance raisonnable. On a toutes ces thématiques et on est à l'initiative de cette thématique aujourd'hui des 17 ODD. Ce n'est pas un hasard. C'est véritablement que pour nous, c'est un enjeu du monde économique de demain et de l'ensemble des citoyens que nous formons. Virginie, peut-être ? Juste peut-être pour apporter un complément, c'est cette prise de conscience clairement que le pôle aussi a voulu insuffler en lançant ce manifeste pour une industrie éco-responsable et qu'on a ensuite concrétisé par un événement qui s'est tenu à La Baule en juin dernier, le 2 juin dernier, les rencontres pour une industrie durable et éco-responsable qu'on veut pérenniser dans le temps et annualiser. Et là, on avait 350 personnes, chefs d'entreprise, présentes et complètement conscients et surtout, ils n'ont plus le choix en fait de passer ce cap. Donc voilà, je pense que ça, c'est des éléments de réponse aussi à votre question. Moi, j'ai aussi un truc à apporter. J'ai été nommé ambassadeur de l'entrepreneuriat jeune des Pays de la Loire par le réseau MoveJ. C'est un concours que j'ai gagné. Et je pense que les gens de ma génération qui créent des entreprises, 100% de ces gens-là adhèrent au modèle qui vient d'être décrit. Ouais. Oui. Est-ce que les entreprises qui... Alors, j'essaie... Et on ne changera pas, c'est ça ? Et est-ce que... Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est fini. Non, je plaisante. Ouais. Je pense qu'à un moment, il n'y aura pas le choix, quoi. C'est-à-dire, c'était ce qui était expliqué à un moment, c'est soit on ira volontairement, soit à un moment, il y aura, et c'était dit en plénière d'ouverture tout à l'heure, je ne sais pas si vous y étiez, mais elle expliquait clairement qu'il y aura une telle catastrophe à un moment au niveau mondial, et on se demande si le Covid, c'était pas un peu un précurseur, qu'il y aura des lois, des institutions qui seront posées pour que ça change. Donc, en fait, en gros, c'est soit on y va volontairement, par une prise de conscience,
parce qu'on le voit, et c'est du bon sens, on le voit tous dans notre quotidien, le réchauffement climatique, 1,5 degré de plus, et on nous annonce peut-être 2, c'est une réalité. Les catastrophes naturelles qui s'accélèrent, c'est une réalité. L'épuisement des ressources, on le découvre, mais c'est quand même assez, par bon sens, ça semble quand même être une évidence, etc., etc. À un moment, si on n'agit pas, ça nous sera imposé, clairement. Moi, je n'ai pas une vision mondiale de la chose, donc je ne saurais pas dire comment ça se passe sur l'ensemble des plaques économiques du monde. Mais en tout cas, en Europe, ce qu'on peut dire, c'est que nos politiques, ils ont pris conscience de ça. Et qu'ils ont pris conscience du fait que le mouvement, il serait difficile. Et du coup, il y a beaucoup quand même, il y a toute une batterie, un arsenal réglementaire qui est en train de se dérouler, dont les gens prennent conscience progressivement, qui resserre en fait les façons de faire. C'est-à-dire que celui qui pensait qu'il pouvait toujours continuer à faire comme avant, à un moment donné, de toute façon, il ne pourra plus le faire parce que soit son exploitation, il n'aura plus le droit de l'exploiter, soit son produit, il n'aura plus le droit de le délivrer, soit son client ne lui achètera plus. Donc je pense qu'il y a ces espèces de barrières qui se mettent en place, en Europe en tout cas. Maintenant, est-ce que c'est vrai dans le monde entier? Je ne sais pas le dire. Et c'est vrai que c'est quand même à l'échelle de la planète que ça se joue, parce que là, pour le coup, sur ces questions-là, on est tous sur le même îlot. Après, je pense que pour certaines entreprises, ça prend un peu plus de temps que pour d'autres. Nous, ce qu'on voit au niveau de l'université, c'est qu'on accompagne certaines entreprises sur la transformation de leur outil de production pour qu'ils soient moins énergivores, pour essayer de trouver des solutions moins consommatrices. Et puis, on a aussi, avec ces mêmes entreprises, des questions qui sont liées finalement à leur environnement d'usine quasiment. Comment on transmet finalement une volonté collective pour adresser certaines des mutations. Parce que quelquefois, c'est aussi une réticence qui peut être interne, il peut y avoir ce type d'éléments. Et donc ces questions, on les a à la fois sur la transformation de l'outil industriel, et puis finalement aussi sur des problématiques de matières premières. Est-ce qu'on peut faire autrement avec une autre matière première, peut-être un peu biosourcée, biocompatible, et c'est des sujets, alors voilà, je ne vais pas dire qu'on a des dizaines de projets là-dessus, mais c'est des sujets qui sont émergents et qui arrivent vers les académiques notamment. Et on est là aussi pour accompagner ces transformations, bien sûr si on a la compétence et si le projet s'y prête. Robin, tu voulais rebondir ou... En gros, la question, c'était ceux qui disent on a toujours fait comme ça, comment est-ce qu'on va faire pour les accompagner dans le changement? Je pense que déjà, il y a ceux qui vont changer, et ceux qui sont réticents, pour moi, c'est pas vraiment un problème, parce que genre d'ici 60 ans, grand max, ils seront plus là, en fait. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Eh bien, il me reste à vous remercier, chers intervenants, pour la qualité des échanges. Donc, vous avez eu un bon aperçu, effectivement, de l'engagement et du jeu collectif qui est très présent dans les Pays de la Loire. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, en tout cas, par exemple, si vous souhaitez avoir le manifeste de EMC2, vous pouvez... Le manifeste et les chiffres. Moi, je crois que j'ai des choses, mais il faudrait qu'on échange pour que je vous transmette les chiffres. En tout cas, il y a un contact qui est Jean-Marie Sellette sur la slide, qui vous mettra en relation avec les différents intervenants, mais vous pourrez retrouver les intervenants au cocktail. Voilà, c'est ça. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous.